Au nom de l'association Mélanine Suisse et au nom du festival Black Helvetia, j'aimerais vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue. Je m'appelle Aïcha, je suis responsable de la communication pour le festival et j'ai l'immense plaisir ce soir de vous introduire à notre soirée intitulée « Tes cheveux, ta couronne ». Une petite information pratique, c'est qu'en fait, donc, comme vous voyez, il y a un monsieur au fond de la salle qui filme donc, tout en live. Donc, on a un live stream. Donc, si vous avez des amis de la famille qui n'ont pas pu être là ce soir, en fait, vous pouvez sans autre leur indiquer qu'on a le lien vers le live stream sur notre site web ou bien simplement leur envoyer le lien qui est blackhelvetia.ch/live, L-I-V-E. Voilà. Comme vous le savez, cette deuxième édition se décline sur deux thématiques phares, l'art et la beauté. Le week-end dernier, nous avons accueilli des femmes absolument éblouissantes, des autrices, des danseuses, des chorégraphes, des cinéastes, des comédiennes. Et puis, on a parlé littérature, cinéma, danse, c'était vraiment incroyable. Et puis, on s'est interrogé ensemble comment l'art pouvait contribuer à créer une société plus inclusive. On s'est demandé comment l'art pouvait redessiner les inconscients collectifs et comment il pouvait façonner un nouveau regard qu'on pouvait porter les uns sur les autres. Ce week-end ouvre un nouveau chapitre, celui de la beauté, pour questionner son universalité, ses normes, pour questionner la charge que les standards de beauté dominants, occidentalo-centrés, peuvent représenter pour les personnes qui ne rentrent pas, de par leur essence, dans ces cases, dans ces standards. On va tenter de déconstruire pour justement prendre conscience qu'il s'agit d'une construction sociale, d'une construction historique, et qu'il est temps aujourd'hui de s'en libérer, de mettre des mots dessus, et puis qu'on puisse simplement chacun être soi, faire ses propres choix, sans pression extérieure, sans injonction, à son propre rythme. Ce soir, on va parler cheveux, parce que clairement, c'est un sujet de conversation absolument essentiel, comme vous le savez, et je pense qu'aucune femme noire ou afrodescendante dans cette salle vous dira le contraire. Il constitue notre identité, notre signe distinctif dans ces sociétés majoritairement blanches dans lesquelles, pour beaucoup, nous avons grandi. Notre cheveu, on l'aime, mais on le déteste. On le déteste, mais on l'aime. C'est toujours un rapport compliqué. Alors, pour en parler bien mieux que moi, nous avons l'immense honneur d'accueillir une personne qui a traversé l'Atlantique et qui nous vient directement de Martinique. Elle a posé ses valises à Neuchâtel hier pour être avec nous ce soir. Elle est docteure en sociologie de l'Université de Paris 7. Elle a été chercheure associée dans diverses institutions et a enseigné la sociologie, la psychologie sociale, l'anthropologie et l'ethnologie. Elle poursuit actuellement une activité indépendante de conférencière, de consultante, de chercheuse et d'essayiste écrivaine, avec des recherches centrées sur les problématiques sociales et sociétales, culturelles et identitaires des sociétés antillaises et africaines issues de l'esclavage et de la colonisation. Ses principaux travaux portent sur la sociologie de la dominance, les discriminations raciales, ethniques et de genre, les traitements socio-culturels du corps, l'esthétique dénaturante, l'interculturalité. Elle va nous parler ce soir du cheveu crépus face à l'étiquette sociale. Elle va explorer les différents questionnements liés à ses recherches sur les cheveux et la peau noire. Elle s'intéressera notamment à la façon dont le cheveu crépus a été traité comme un cheveu malade et pourquoi cette situation est inédite à l'échelle de l'humanité. Elle réfléchira aussi avec nous à la façon dont les personnes noires et afrodescendantes peuvent retrouver le goût de leurs cheveux naturels qu'elle décrit comme le lien puissant qui nous connecte au cosmos. Je vous prie d'accueillir avec des applaudissements retentissants Madame Juliette Smeralda. Merci beaucoup. Je peux y aller? Bien, merci. Bonsoir. Bienvenue. Merci de me recevoir. Merci à
Black Helvetia, qui me donne autant d'importance. Je ne sais pas si j'en ai, mais en tout cas, je me sens reçue et je suis très touchée par cet accueil. Mais non, les problématiques que je travaille sont douloureuses. Elles révèlent le drame qui touche le peuple noir dans son ensemble, un peuple qui est explosé sur tous les continents. Vous savez, depuis ce qu'on appelle la traite négrière ou le commerce transatlantique et puis la colonisation, et on n'en est pas sorti puisqu'on est aujourd'hui à l'ère de la néocolonisation. Donc c'est une histoire qui parle de relations difficiles entre les peuples, mais qui doit être explorée. Et j'ai fait le choix de ne pas, de ne pas édulcorer la difficulté de ces relations. Et le monde universitaire n'est pas prêt à entendre un certain nombre d'explications, de paroles ouvertes, libres sur ce qui s'est passé, puisque nous sommes censés être dans un vivre ensemble qui veut être, généreux, bienveillant et surtout respectueux des cultures des uns des autres, mais la réalité, elle est bien différente. Et c'est pour cela que ça n'est pas une problématique qui s'aborde facilement. Et je n'ai pas trouvé de relais dans le monde universitaire. Je sais que beaucoup d'enseignants, beaucoup d'étudiants se servent de mes travaux, mais mon travail n'a pas trouvé de place dans les universités françaises au point qu'on aurait envie ou qu'on aurait souhaité ouvrir un poste de sociologue spécialisé dans ces problématiques. Donc, j'étais dans une forme d'errance sur le plan universitaire, pas loin d'intégrer ce monde-là avec des recherches qu'on me proposait sur d'autres choses, d'autres thématiques. Mais j'ai demandé qu'on respecte mes choix parce que nous sommes, en l'occurrence, nous venant des Caraïbes francophones, censés être des Français, et je ne comprenais pas, je ne comprends toujours pas pourquoi nous n'avons pas le droit de travailler, de forcher, comme les Allemands disent, Forschung, travailler sur des problématiques de Français, relevant bien sûr d'une société qui est issue de l'esclavage et de la colonisation. Donc j'ai refusé beaucoup de propositions. Ça m'a coûté une carrière, mais je ne regrette pas parce que finalement, je suis restée dans un travail de recherche que j'ai commencé simplement en illustration avec Peau noire, cheveux crépus, en me disant que j'allais illustrer mon paradigme à partir d'une relation compliquée entre noir et blanc et que ça allait juste être une illustration de mon paradigme qui est la dominance, la domination raciale, la domination avec les discriminations, etc., que cela induit. Et puis finalement, j'ai soulevé un tsunami avec cet ouvrage. J'ai été complètement dépassée, donc j'ai décidé de continuer parce que je voyais que, alors je n'avais pas de relève, mais aussi le travail était exploité, mais il n'était pas approfondi et on ne lui avait pas donné un cadre institutionnel. Pour nous, sociologues, c'est ce qui compte, que ce que nous faisons et ce que nous déclinons, nous, en termes d'identité, etc., que ça ne soit pas substantialisé, mais justement sociologisé. Et si vous n'avez pas de cadre pour sociologiser vos problématiques, eh bien, elles restent un peu suspendues dans les airs. Donc, je me retrouve un peu chercheur dans la marge parce que j'ai refusé de renoncer à ces recherches et que je vois qu'elles sont absolument indispensables aux citoyens finalement de seconde zone que nous restons, puisqu'on nous refuse une institutionnalisation qui ferait du bien à nos populations, de reconnaître qu'elles peuvent aller à l'université et dire je veux travailler sur les problématiques de l'esthétique capillaire qui serait une conséquence
des drames vécus depuis l'esclavage. Et qu'est-ce que c'est que le lien social qui nous unit, nous qui vivons ensemble et qui sommes appelés à dire qu'on partage un même espace et éventuellement de même plaisir, de même, on va dire, des réalités sociales, payer des impôts, vivre ensemble, se marier, etc. Eh bien non, ça n'existe pas. Donc la problématique, elle n'est pas dans l'université en tant que telle, même si elle est très utilisée dans les universités. Et c'est là qu'on peut parler d'un traitement discriminatoire. Et à ce moment-là, je suis vraiment dans mon paradigme de la, si vous voulez, de la dominance. Hein. Il y a des problématiques qui entrent à l'université, qui font leur chemin, et puis d'autres pas. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche. Alors maintenant, pour vous parler de comment finalement cette problématique m'a rattrapée et que j'ai continué à l'explorer parce qu'à l'université de Strasbourg où j'ai exercé assez longtemps, on m'a proposé de travailler sur l'obésité des enfants européens ou bien sur les relations de genre en Europe également. Et j'ai pensé que même si c'est artificiel, qu'on était aussi des Européens, donc j'ai refusé parce que j'avais commencé, moi, mes travaux de recherche. Quand on est chercheur, on a déjà une bibliothèque, on a déjà des orientations, des auteurs, des lectures, et puis surtout des dossiers constitués. Donc recommencer. À la limite, j'aurais aimé travailler sur l'obésité de ma population parce qu'en peu de temps, elle a gonflé, elle a triplé de volume et on ne sait pas comment éviter ça. Elle a attrapé toutes sortes de maladies qui sont liées à la modernité et à un développement, le développement d'un système qui ne le protège pas, qui ne la protège pas, qui ne lui permet pas non plus de s'adapter. Tout va trop vite. Donc la mortalité est forte, les maladies, les dérangements. Et j'aurais voulu me spécialiser sur ces thématiques-là. Mais voilà. Donc du coup, je le fais en chercheur indépendante et je vous donne, à travers des ouvrages, bien des réflexions qui sont des réflexions de chercheurs, puisque je peux travailler sur plusieurs langues à la fois et faire des comparaisons. C'est ce qui est intéressant quand on est dans les sciences humaines, hein, ne pas rester dans son petit paradigme fermé et dire voilà, j'ai la vérité parce que je suis seule à faire ou je fais des choses que je pense être la seule à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que font les autres aussi qui seraient à interroger, mais sur lesquels on travaille, les problématiques du bronzage, de l'atteinte au corps aussi, chez les populations blanches, ont beaucoup été travaillées. On a beaucoup d'ouvrages, on a beaucoup de travaux qui ont permis justement de transformer ces problématiques en problèmes de santé publique, pris en charge par les institutions, par le corps médical, etc. Et ça a été on va dire, une prise en charge collective. Dans notre cas, nous restons avec un cheveu crépus qui relève de la maltraitance parce que c'est le défrisage qu'on lui a proposé et on n'a pas... voilà. En tout cas, on gère ça de manière un petit peu à la sauvage. Je dis tant qu'on n'est pas institutionnalisé, alors qu'on vit dans des sociétés, il y a un problème. Et comme j'entends nos amis parler comment on dit, de vivre ensemble, etc., je pense qu'il faut que les mots traduisent les réalités sociales. Et avant d'être substantialiste, je suis sociologue, c'est-à-dire que je sociologise tout ce que nous faisons avec nos corps, avec nos cheveux, avec même la symbolique qui l'accompagne, je socialise. Parce que nous ne sommes pas, par définition, que des êtres de chair et de sang. Nous sommes formés, formatés, structurés, socialisés dans des sociétés qui nous donnent des caractéristiques propres. Un noir socialisé dans les sociétés lusophones ne fonctionne pas forcément comme un noir qui est socialisé aux États-Unis ou bien un noir socialisé dans les Caraïbes. Ça veut dire que ce qui nous intéresse de comprendre, c'est comment, au-delà de la couleur et d'une appartenance, peut-être d'une mémoire raciale, entre guillemets, nous aurions des choses encore en commun.
Et elles sont quoi ces choses-là? Cheveux crépus, peau noire, mais on fait quoi avec ça socialement, sociologiquement? Donc voilà les questions que je me pose en tant que chercheur et qui font que, sorties de petites illustrations que je voulais faire de peau noire, cheveux crépus, du coup, j'ai vécu une sorte de tsunami, comme je vous l'ai dit, et j'ai proposé donc des études de manière assez régulière à nos populations, à tous ceux qui en ont eu besoin. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez quelques écrits. Vous voyez à l'écran? Oui. Alors peut-être que je mets... je veux juste vous signaler ça, je ne reste pas trop dessus. Juste vous signaler que le premier, ça a été Peau noire, cheveux crépus, vraiment qui a eu un retentissement très très fort et qui, 19 ans après, parce qu'il est paru en 2004, 19 ans après, voilà, il est toujours un classique, on appelle ça un classique de sociologie. Voilà. Et puis, par rapport aux questions, l'utilisation qu'en faisaient les enseignants dans les écoles, les groupes de travail constitués, etc., j'ai fait un livre avec des témoignages de femmes qui voulaient s'arracher à l'addiction. Donc, c'est le même qui a été publié par 2 éditeurs différents. Donc, la dernière version, c'est celle-ci. Et donc, sortir de l'addiction, que constitue le défrisage et puis certaines pratiques dites esthétiques. Moi, ce que j'ai envie qu'on comprenne bien, c'est que ce que nous avons esthétisé, ce sont en fait des pratiques de maltraitance parce que la violence du regard, du rejet qu'ont subi ces populations a été si vous voulez, un phénomène qui est inédit. Tout à l'heure, c'est... Aïcha l'a dit, merci. Et c'est vrai, c'est un problème inédit parce que jamais un corps différent qui est marqué par ce que les Européens appellent l'altérité extrême, c'est-à-dire que en regardant le noir, les découvreurs, explorateurs, colons n'ont vu aucune ressemblance. C'était vraiment quelque chose, une sorte de forme noire compacte. Et il y a même des gens en Allemagne qui disaient on ne voit pas le corps, on ne voit pas les formes, on ne voit pas le visage, tout est bloc, tout est fermé. Cette altérité extrême a donné lieu à des délires puissants, incroyables, d'une méchanceté, d'une violence insoutenable. Et je crois que c'est parce que les Noirs ne connaissent pas ces ouvrages-là qu'on a, il y a cette manière un peu blasée de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de ces problèmes en aval. Nous avons très peu de rapports historicisés avec ces problématiques. Et pourtant, pour comprendre un certain nombre de comportements d'aujourd'hui, il faut qu'on retourne à l'histoire. Donc, c'est un peu ce que je vous propose. Et on est dans la décennie des personnes d'ascendance africaine, les plus par l'ONU, décrétées par... non, ça se termine l'année prochaine et on n'en a rien fait. 10 ans sans rien faire. La décennie des personnes d'ascendance africaine, décrétée par l'ONU, pour demander aux États qui ont des composantes noires, qui sont les plus discriminés, les plus marginalisés, les moins bien servis de la soupe et de tout ce qui se donne dans une société, eh bien, personne n'en a rien fait. Et c'est le drame, l'une des démonstrations magistrales de ce que les populations noires ont à se débrouiller toutes seules avec, voilà, quelles que soient les instances et institutions. Je vous ai dit qu'on n'est pas institutionnalisé, quelles que soient celles qui se donneraient le mal de faire voilà, un petit effort, eh bien, les pays ne répondent pas. Et à l'UNESCO, donc j'avais participé à Toronto à un colloque où on parlait, parce qu'avec la question des cheveux, j'ai mis sur la place publique la question des traumatismes psychologiques. Donc les séquelles psychologiques de la traite négrière transatlantique qu'on a traité au colloque de Toronto, je crois que c'était en 2013. Non, le livre est paru en 2013, mais c'était 2010. Vous voyez? Et puis, voilà les conséquences psychologiques de la traite négrière. Travailler pour les enfants pour qu'elles n'aient pas, surtout nos petites filles, qu'elles n'aient pas à se reconstruire après avoir été démolies, pour que dès le départ, elles apprennent à se trouver belles, à sentir qu'elles relèvent d'une civilisation qui est d'une beauté extraordinaire et que moi-même, en faisant tous ces travaux de recherche, je vais découvrir avec
mais une espèce d'enchantement incroyable. Et je crois que tant qu'on restera dans l'ignorance dans laquelle on continuera à penser que les Noirs n'ont rien apporté à la civilisation. Alors pour le prouver, j'ai écrit un autre livre, puisque les femmes se mettent des rajouts, des tissages et de ce qu'on a appelé des perruques, mais qui sont en fait chez les Égyptiens anciens des parures de tête. Donc j'ai fait un gros travail avec beaucoup de photos. Tous ces livres m'ont coûté des années de recherche, et où on montre la beauté, l'esthétique, la symbolique, l'imagination, la créativité, notamment de la femme noire et de tout ce qu'elle apporte au monde, le parfum, le maquillage, toutes les règles du traitement du corps et du cheveu, les vêtements très près du corps, les bijoux, tout ce qu'on a. Alors c'est un travail qui est documenté, hein. Voilà, vous pouvez le consulter. Et puis le dernier, malgré tout ça, j'ai réalisé que malgré cette puissance, cette beauté, cette richesse extraordinaire de la femme noire qu'on a cachée, étouffée, qui ne se voit nulle part, on s'est contenté de mettre au bas de l'échelle sociale, pour reprendre une expression qui est devenue classique, hélas, eh bien j'ai parlé de la modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négro-africaine, parce que sur le continent mère, celui qui aurait dû nous inspirer, nous, de la diaspora, eh bien, toutes les femmes se couvrent les cheveux avec des postiches. Pourquoi ? Il fallait aller au-delà d'un discours autoproduit par moi, il fallait aller leur demander, mais pourquoi ? Pourquoi, avec une richesse aussi extraordinaire de capillaires, d'inventions, on parle d'architecture de la coiffure afro, pourquoi le postiche qui vous couvre votre cheveu et qui vous cache en fait, qui atténue votre puissance et votre beauté, puisque j'ai expliqué que le cheveu crépus est connecté, parce qu'il est spiralé, il est connecté au cosmos, et que la femme noire, depuis les origines que j'ai explorées, est une femme puissante. Elle a été pharaon, elle a dirigé des royaumes, elle a eu toute forme de responsabilité, et dans l'esclavage, on l'a appelée chez nous mâle-femme, tellement elle paraissait puissante et incroyable dans sa détermination à survivre et à faire survivre. D'ailleurs, nous sommes là parce qu'elle a été la femme puissante qu'elle a été. Et on n'a pas compris qu'il fallait rattacher cette force et cette puissance à ses origines, qui était que dans sa civilisation, elle a eu toutes les responsabilités. Elle a été l'une des seules à avoir ça. Après, on a retrouvé ça chez la femme indienne, hindoue, issus du peuple des Dravidiens, qui sont aussi des femmes noires. Alors voilà un peu ce que j'ai travaillé dans la modernité occidentale, c'est pour montrer qu'il y a un certain nombre de rapports à l'évolution du monde, à la modernité, qui expliquent que, à mesure qu'on avance dans cette modernité, eh bien les femmes noires perdent leurs repères et qu'elles sont dans quelque chose qui est absolument... voilà, je ne sais pas, on appelait ça copie, aliénation, imitation, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je n'aime pas trop reprendre ces concepts, parce que tout mon travail consiste à faire justement émerger, dans les drames que vit le peuple noir, à faire émerger ce qu'il a dû faire, le génie dont il a dû faire preuve pour survivre, rester dans son humanité qu'on lui a enlevée. Parce que le code noir lui enlève son humanité, puisqu'il nous transforme, nous les descendants également, puisque le code noir n'est pas abrogé. Je vous l'apprends, la France le garde bien au chaud, on ne sait pas pour quelle raison, peut-être pour nous refoutre en esclavage. On espère qu'on n'aura pas à revivre ça, mais le code noir n'est pas abrogé, la femme noire est un meuble, comme les hommes noirs, comme l'homme noir. Donc, comment, par ces drames répétés, survivre dans une humanité qu'on sait posséder, sans que, institutionnellement, je reviens à la nécessité de sociologiser nos problématiques, sans que nous soyons reconnus institutionnellement comme des êtres humains dotés d'une humanité que nous savons avoir, mais que la société, dans les rapports de domination, ne nous reconnaît pas. Et je reviens donc à mon paradigme des origines, qui est
celui de la dominance, la domination entre les groupes humains, puisque c'est ce qui m'intéressait d'explorer et d'illustrer par les maltraitances du corps cette répercussion, les répercussions de cette domination sur nos vies au quotidien. Donc voilà. Maintenant, je vais aborder une deuxième problématique. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Enfin, la première remarque qui vient, c'est elle ne peut pas comprendre parce qu'elle n'a pas les cheveux. Alors moi, je vais parler de 2 ou 3 petites choses rapidement. Si, je peux comprendre. La preuve, c'est que quand j'ai écrit Peau noire, cheveux crépus, personne n'avait vu mon faciès et tout le monde s'y est retrouvé. C'est donc que je parlais d'une réalité que je pouvais, par empathie, et même beaucoup plus que par empathie, pour la vivre dans mon environnement très proche, je pouvais la comprendre. Et quand j'ai décidé de travailler sur cette problématique, je savais que le drame que vivait mon peuple, même si facialement, on ne me reconnaît pas comme faisant partie du dedans, je regrette que quand on est dans la diaspora, que le peu de connaissances que nous partageons les uns sur les autres, issus d'une colonisation brise-fer, comme on dirait dans notre langue chez nous, dans la Caraïbe, brise-fer, qui a explosé les populations noires sur beaucoup de continents, dans beaucoup de cultures, beaucoup de langues, etc. Et ça a donné une diaspora. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens, à l'époque où avoir une goutte de sang noir, c'était faire partie des Amériques des Noirs, eh bien, vous avez beaucoup de gens qui ont des faciès plutôt leucodermes occidentaux et qui sont pourtant classés parmi les Noirs, parce que c'était, le découpage des mondes, la séparation des groupes entre eux, etc. Et ça explique pourquoi on peut être noir sans avoir la peau noire. On peut naître noir sans avoir les cheveux noirs. Un groupe qui ne présente pas, contrairement à ce que les Européens ont essayé de dire d'eux-mêmes, qui ne présentent pas d'homogénéité. Mais les Blancs non plus ne sont pas homogènes. Mais ils se sont construits en groupe homogène. C'est cela qui fait la différence. Donc cette hétérogénéité, elle n'est pas travaillée dans la vision que nous avons de nous, avec des langues qui viennent de partout, des faciès qui ont changé, puisque nous sommes une diaspora aussi éclatée et parfois très différentes. Alors moi, je viens vous parler de noir. Si je ne suis pas dans un environnement invité en tant que tel, je ne passe pas pour une femme noire. Et pourtant, tout mon vécu, tout mon environnement, toutes mes préoccupations, tous mes livres, tous mes soucis pour nous sortir de la situation enclavée dans laquelle nous sommes font partie de ça, de mon appartenance revendiquée, même si pas reconnue, revendiquée au peuple noir. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin, quand on est chercheur d'ailleurs, de manière plus générale, il y a beaucoup de Blancs qui ont écrit sur les Noirs, beaucoup, beaucoup. On a très peu interrogé, mais pourquoi les Blancs écrivent sur les Noirs? Mais entre nous, entre Noirs, entre guillemets, donc, comprenant la diaspora, avec, à cause de l'évolution du groupe, nous sommes très difficiles parce que nous n'avons pas construit ce lien-là. Et je suis en train de travailler sur un ouvrage justement où la question du groupe, de la référence immédiate à une civilisation, une culture, au lieu que seulement à un faciès, eh bien, nous ressoude. C'est compliqué parce qu'il faut expliquer pourquoi on est au service des civilisations dans lesquelles on vit. Par exemple, Obama était le meilleur Américain, le plus criminel d'entre tous envers son propre peuple, si on reconnaît que Obama est un homme noir. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet, de lien de loyauté, du fait qu'on appartient ou qu'on est. Il y a une socialisation à la base. Éviter le piège de la substantialisation, c'est comprendre ce qui nous différencie et, si nous voulons faire peuple, ce qui pourrait nous rapprocher, parce que nous comprendrions ce qui est différent, ce qui est spécifique, et ce qui ferait qu'on pourrait travailler sur des grands traits. Voyez? Donc, il faut apprendre à comparer donc, cette réalité de manière complexe, parce que nous restons très centrés sur des choses, même au niveau de la vision que les Noirs ont d'entre eux, d'eux. Le noir,
serait celui qui a peau noire, cheveux crépus, en Afrique de l'Ouest et peut-être centrale, hein, comme tu disais tout à l'heure, mais toute l'Afrique de l'Est est éthiopien, érythréen, etc., réunionnais, voilà, des faciès dans lesquels moi je pourrais m'insérer. Mais dans la représentation des Noirs, ces personnes-là ne sont pas des Noirs. Et c'est curieux et intéressant à analyser parce que nous sommes sur le continent dit noir et pourtant il y a, bon, je ne parle pas de l'Afrique du Nord où on sait très bien comment il a été, le Nord a été occupé par des populations qui venaient d'ailleurs, etc. Mais bon, alors, maintenant, le phénomène des unions libres, des unions mixtes en Europe aussi, chez les Noirs, est en train de créer une population de métis qui redéfinit le lien. Par exemple, dans l'article de votre collègue journaliste sur l'événement, elle parle beaucoup d'une femme métisse ou mulâtresse, hein, si on veut, qui a été Miss Suisse ou Miss, je ne sais plus de quelle région exactement de Suisse, ce qui a créé beaucoup de problèmes, mais même dans notre façon d'appréhender ces réactions du groupe dominant, eh bien, la femme noire africaine, telle qu'on la représente, ne vit pas les mêmes situations sociologiques que la femme métisse, mulâtresse. La mulâtresse a plus souvent l'occasion de dire publiquement ses petites souffrances, les petits rejets dont elle souffre. Mais la femme noire, qu'on n'entend jamais, elle est carrément en dehors de beaucoup de circuits. Donc le fait même d'analyser ces problématiques de manière confusionnelle ne nous donne pas sociologiquement un rendu de la réalité que cela représente. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ces problématiques mériteraient effectivement, en dehors des Black Studies des États-Unis, que dans le monde francophone, on s'y attelle et qu'on donne une chance à ces composantes, parce que j'ai bien compris que pour vous, c'est une préoccupation d'être né ici et de vous définir comme en France, comme afro-européenne ou je ne sais quoi, mais il faudrait qu'on ait des instances ou des lieux où parler de tout ça de manière étudier, rationnel, scientifique, voilà. Donc, c'est pour vous dire que j'ai pas besoin d'avoir les cheveux crépus pour le comprendre, et il suffira juste que vous lisiez. D'ailleurs, un chercheur, dans l'absolu, n'a pas besoin d'être... voilà. Alors, je voulais, pour parler un peu de la thématique cheveux crépus face à la question de l'étiquette sociale. Pourquoi est-ce qu'on parle d'étiquette sociale? Sinon parce que celle que les Noirs ont mise au point dans leur société d'origine, dans leur civilisation, n'est pas celle qu'ils vont devoir respecter dans le monde occidental. Et cette règle de l'étiquette qui est destinée à faire entrer un corps, des codes vestimentaires, des codes de présentation de soi, etc., même au niveau des vêtements, des chaussures, tout ce que vous voulez, eh bien, ces codes-là ne sont pas faits pour des corps noirs. Peu importe ce qu'on peut en penser, mais c'est ça la réalité. Mais les populations qui sont en immersion dans le monde occidental ont à s'adapter à cette réalité sociologique et à faire que purger leur corps et certaines parties d'elles-mêmes pour entrer dans ces codes. Et l'un des codes le plus douloureux, le plus criminel, enfin non, je ne veux pas dire criminel, c'est trop violent, mais c'est de faire entrer le cheveu crépus dans le code du chignon, dans le code du lys, quand on va travailler et qu'on vous demande aussi de porter des tailleurs. On sait bien que physiquement, la femme noire n'est pas découpée ou façonnée comme un corps blanc, etc. Donc, on vous demande, et c'est dans le monde du travail qu'on va se rendre compte de la violence de ce phénomène, on vous demande non pas de faire part de vos besoins, etc., mais on vous demande de vous couler dans des codes d'une esthétique qui ne vous mettent pas forcément en valeur. Et on retrouve ce code-là, nos femmes prisonnières de ces codes, parce que quand elles ont besoin de s'intégrer, et je crois que c'est le souci de beaucoup des nôtres, eh bien, elles ont à faire attention au respect de ces codes. Alors, pour comprendre le drame, je voulais juste vous montrer comment
dès l'origine, euh, plutôt comment, avant la mise en esclavage des Africains, peau noire, cheveux crépus de l'Afrique aux Amériques, comment les Noirs eh bien, concevaient leur esthétique. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un problème à aimer ces caractères dont la nature nous a dotés? C'est une question de départ, approche historique de l'esthétique négro-africaine, parce que non seulement elle existe, elle est extraordinairement belle, elle est extraordinairement riche, et avec le mouvement du retour naturel, on voit exploiter certains traits de cette esthétique par dans le monde de la coiffure, de la mode, etc. Mais ça reste un peu en marge de la société. Donc avant la mise en esclavage des Africains, j'ai traité dans Peau noire, cheveux crépus, de cet aspect très en détail. Je vous donne juste quelques éléments. Représentation esthétique et idéale du beau chez les Africains. La peau et les cheveux étaient l'objet de soins intenses dans les sociétés africaines. L'entretien de la beauté du cheveu constituait une activité à part entière de la culture africaine. La peau noire brillante était jugée la plus belle dans de nombreuses communautés du continent. L'art de la coiffure et de l'ornement était si développé qu'il alimentait des compétitions et des réalités artistiques entre tribus ou nations. Tout dépend comment on veut les appeler. Les coiffures, véritables œuvres d'art, étaient donc d'une très grande sophistication. Alors, j'ai tout un diaporama sur des centaines de modèles de peigne afro, parce que c'est par ce peigne afro que passait le traitement, j'allais dire aimable ou aimant du cheveu crépus. Pas avec le peigne accessoire que les colons vont donner à leurs esclavagés quand ceux-ci vont leur demander d'avoir des accessoires pour se coiffer, puisqu'ils ont quitté le continent, les mains derrière le dos, captifs, attachés, etc., complètement déportés. Alors, symbolique de l'art capillaire pour le groupe, la culture du cheveu était une dimension intégrale des sociétés africaines et le cheveu faisait partie des symboles qui fondaient l'être des Africains. La coiffure reflétait dans un grand nombre de sociétés africaines l'âge, le clan, l'occupation, le statut social, voire des préférences et des fantaisies individuelles. La coiffure témoignait de la sensibilité et des affections particulières de son concepteur. La compétition entre tribus ou nations s'exerçait dans l'arène créative du monde de la coiffure. Ces rivalités artistiques entretenaient la fierté de l'individu au sein de la société globale. Culture de la coiffure, chaque nation se distingue par ses coiffures. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui reprennent les piercings, comment on appelle ça, les tatouages, etc., qui ont donné lieu à beaucoup de stigmatisation dans le monde blanc. Et c'est très curieux aujourd'hui de voir que beaucoup des personnes des sociétés modernes se font marquer. Ces marquages sur le corps ont une signification puissante. Elles sont ultra anciennes dans le monde africain. Mais voilà, il y a une appropriation de ces pratiques, une redéfinition à la limite leur symbolique, mais elles sont pratiquées et aujourd'hui elles ne font pas sauvages, elles ne font pas nègres sans culture, elles sont même très civilisées. Alors, la culture de la coiffure, chez les Béguins par exemple, vous avez des exemples comme ça, tout ça c'est retracé dans Peau noire, cheveux crépus. Donc on explique comment les femmes se coiffaient, prenaient le temps de défaire leur coiffure et comment elles elles entretenaient leur beauté l'une l'autre, puisqu'il y avait ce que j'ai appelé moi un temps culturel pour se consacrer à la coiffure et pour pratiquer vraiment son génie. Ça donnait à quelque chose de absolument génial. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long. Les coiffures des hommes étaient tout aussi soignées. Le cheveu crépus donnait lieu aussi à des créations comme ça, puisque ça, c'est une casquette qui est sculptée dans le cheveu, puisque le cheveu crépus se prêtait à des formes. D'ailleurs, je ne vous apprends rien en vous disant que les Africains n'ont pas vraiment inventé de chapeau. Parce que le cheveu africain est un cheveu conçu pour rester debout. Quand on s'est mis à le défriser, c'était un peu un problème. Il était fait pour rester debout, d'abord pour éviter la transpiration, et aussi parce que c'est lui qui servait de chapeau, de protection
contre les rayons actiniques. Et voilà, par exemple, l'une des choses qu'on a perdues. Alors, vous avez des ethnologues comme ce Belge qui a repris des modèles qu'il a dessinés dans un ouvrage ethnographique très ancien, qui date de 1600 quelque chose. Et quand vous regardez bien les coiffures qui se pratiquaient, ça c'est dans la région du Congo, il me semble, regardez, vous les retrouvez sur la tête des Amérindiens, sur la tête des jeunes d'aujourd'hui, même de nos néo-nazis. Je suis désolée, mais c'est ça. Vous voyez? Et vous avez une créativité sans nom. Regardez encore, là aussi, c'était des hommes. Comment ils étaient coiffés avec soin et comment ça demandait, c'était un temps culturel. Dans l'esclavage au Brésil, eh bien, il y en a qui, dans les premiers temps, vont garder ces coiffures. Les femmes vont perdre beaucoup plus tôt, surtout les mulâtresses que vous voyez tout en haut, mais les hommes gardent encore, vous voyez, ces coiffures sculptées qui relevaient aussi d'une appartenance à certaines nations. Vous avez nos gens d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les barbers, qui reprennent un peu ces coiffures anciennes et qui les pratiquent aujourd'hui. Vous avez, par exemple, cet afro debout avec les côtés rasés, etc., que vous retrouvez. Voilà. Dans le peigne africain, donc je ne vais pas vous montrer, j'ai 120 modèles extraordinaires. C'est le seul objet qui n'était pas, qui ne subissait pas le troc. Voilà, j'ai mis 2 ou 3 explications. Sculpté dans un bois dur, c'est un objet précieux, dur et teck ou ivoire, décoré, incrusté de pierreries et des dents rondes pour ne pas arracher le cheveu, ne pas faire souffrir, extrémités solides et lisses pour démêler la masse du cheveu sans l'abîmer, poignée sculptée de manière à épouser la forme de la main, un trou percé en son milieu pour l'accrocher dans la maison, le lieu habité. Chaque exemplaire comporte un message qui témoigne de l'environnement dans lequel il a été conçu. Les thèmes récurrents des messages étaient liés à la fertilité et à l'amour. Des marquages pouvaient symboliser la famille, le nombre d'enfants, etc. La peine du peigne afro aura donc des suites psychologiques considérable dans la vie des Africains déportés. Et l'une des premières conséquences, ce sera la manière de coiffer le cheveu crépus, puisque les Africains ont toujours coiffé leurs cheveux de bas en haut. C'est pour cela que le peigne est comme il est. Donc, il pénètre les petites boucles, il est tiré du bas pour démêler la masse tout doucement et remonter au sommet. Le cheveu des Blancs part avec le peigne à toutes petites dents du haut du crâne pour descendre. Et c'est parce que les Noirs ont dû apprendre à se coiffer parce que dans leur activité domestique avec les maîtres blancs, ce sont les Noirs domestiques qui vont apporter ces pratiques-là aux Noirs des champs dans la situation d'esclavage. Et donc, la manière de se coiffer, parce que quand ils demanderont des accessoires pour venir, pour entretenir leur beauté, on leur donnera de vieilles brosses ou de vieux peignes utilisés par les maîtres. Et voilà. Donc, le rapport même à son cheveu, à la façon de le coiffer, va changer. Et de cela va dépendre aussi une grande misère. Enfin, ça va donner lieu à une grande misère parce que le peigne va s'embouteiller dans le cheveu qui reste, qu'on prend en haut, puis on peut les tirer, mais à un moment, il se bloque parce qu'il fait embouteillage. Et quand on tire, on souffre, alors qu'avec le peigne afro, on n'a pas cet inconvénient-là. Donc, la question du défrisage qui va venir à la rescousse, vous allez le voir, va consister justement à empêcher cet embouteillage, c'est-à-dire à faire que le peigne à défriser qui a la forme d'un petit peigne occidental, inventé par un forgeron noir, le petit peigne qu'on va mettre sur du feu pour le chauffer à blanc et le passer dans le cheveu, va emmener tout ça, tout ce qui prend, qui boucle, etc. Donc on aura très vite des têtes un peu chauves, un peu avec un cheveu très abîmé, mais on aura la possibilité de coiffer son cheveu de haut en bas, comme ça se pratiquait dans le monde des Blancs. Alors voilà, il y a des modèles, il y a plein de choses que j'ai en diaporama qui sont extraordinaires, mais je ne pourrais pas vous les présenter. Donc les conséquences dramatiques de la perte du temps
culturel de l'Africain. Par sa nature, le cheveu huile-autriche. Donc, au lieu de parler de cheveux crépus, je vous propose de parler de cheveux huile-autriche parce que j'ai vu que se déroule chez les nôtres l'histoire du cheveu texturé. Or, je vous le rappelle, tous les cheveux du monde entier, où que vous soyez, où que vous alliez, sont texturés. Donc, ce n'est pas la peine de venir faire une spécificité, comme on fait des objets ethniques, des bijoux ethniques, des vaisseaux. Tous les composantes humaines sont ethniques, tant qu'à faire. Blanc, noir, rouge, jaune, ethnique. Donc, ça n'est pas une manière de se définir. Et cheveux texturés, c'est ridicule. Le cheveu crépus a un nom, c'est un cheveu huile-autriche. D'accord? Donc, tant qu'à faire, utilisez le mot huile-autriche pour le désigner. Donc, par sa nature, ce cheveu huile-autriche était un objet culturel habituellement soumis à des pratiques d'entretien et de coiffure élaborées et longues. Le temps jouait donc, en tant que paramètre indépendant, un rôle important dans le maintien des traditions culturelles dont relevaient ces pratiques. Or, l'Africain réduit en esclavage n'est plus maître de son temps et son temps n'est plus culturel. Sa réduction en esclavage va donc s'assortir d'un assujettissement de son temps civilisationnel au temps occidental, puisqu'on a besoin de lui comme d'une main-d'œuvre. Il est d'abord transformé en outil sur les plantations de canne à sucre, etc., dans les Amériques. Le temps requis pour l'entretien de son cheveu et de son corps sera désormais volé à l'Africain. Donc voilà, ça c'est une petite présentation. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez. Je suis obligée d'aller un peu vite parce que nous avons, le temps est compté. Maintenant, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. J'aimerais beaucoup que nous puissions échanger sur cette nécessité de conceptualiser. Vous voyez ? C'est déjà, mon temps est déjà écoulé, je suppose. Bientôt, parce que je voulais, comment? Vous avez proposé que les gens... Non, je dis si il y en a, parce que je vais continuer, mais s'il y a déjà des questions, je vois qu'il y en a deux. Madame en premier a levé le doigt, oui. Bonsoir, merci beaucoup déjà pour votre présentation, même si vous allez la continuer par la suite. Est-ce que vous pourriez brièvement définir ce que veut dire le cheveu huile-autriche ? Je n'ai pas très bien compris. Oui, chaque peuple a un cheveu. Huile-autriche, c'est le terme scientifique pour désigner le cheveu dit crépus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce terme de crépus, et pourtant le mot crêpe que les Romains vont reprendre quand ils sont au contact des Noirs, ils vont se crêper les cheveux, et ça s'appelle un cheveu qu'on va enrouler. Mais le cheveu cymotriche, c'est celui des Asiatiques. Donc il y a huile-autriche, cymotriche, et puis je ne sais plus l'autre. Il y a trois termes en fonction des trois grands peuples de la Terre. Chaque peuple a un nom pour son cheveu. Alors je l'ai bien décrit dans Pour nous un cheveu crépus. Il y a des mots que je ne pratique pas beaucoup. Ça n'est pas resté, mais huile-autriche, c'est resté parce que c'est les cheveux crépus, mais cymotriche, c'est le cheveu des Asiatiques. Et donc, le cheveu, ça me reviendra probablement d'ici la fin, je vous le dirai. Merci. Et puis vous ? À part ça, merci beaucoup pour tout votre travail. Je trouve que vous êtes hyper courageuse d'avoir fait ça en chercheuse indépendante, donc merci. Et aussi, en fait, à un moment donné, vous avez dit que le cheveu huile-autriche, et vous avez fait ce geste et vous avez dit il est connecté au cosmos. Oui. Et vous pouvez en dire plus parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est un cheveu spiralé. La racine est plate. Bon, dans l'une des diapositives, j'ai un schéma du cheveu blanc, enfin occidental, européide, et puis un cheveu négroïde. Et donc la racine est plate, elle part comme ça, sur le cuir chevelu. C'est pour ça que le sébum, d'ailleurs, ne monte pas jusqu'au bout et qu'il faut l'aider. Et donc, la racine est plate et quand elle sort du cuir chevelu, elle fait les spiralés comme, vous voyez, les fils électriques. Voilà. Et du coup, c'est un cheveu qui se tient debout. C'est pour ça que
Oui, il est connecté au cosmos parce qu'il est debout et il est considéré comme une antenne ou une somme d'antennes. Et c'est pour cela que la femme noire qui perd ses antennes, eh bien, elle est aussi en situation de domination parce que, à mon avis, la nature n'a pas fait ça, n'a pas créé les choses pour rien. C'est pour ça que revenir à son cheveu naturel, lui laisser s'exprimer, exprimer ses spirales et se connecter, c'est important puisque dans un dernier ouvrage que je vous donnerai sur ces thématiques, je parle des mystères du cheveu. Et dans les mystères du cheveu, eh bien, c'est puissant, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est énergisant. C'est une énergie qui arrive et la femme noire est pratiquement la seule à avoir ce privilège-là de recevoir directement du cosmos quand elle se connecte, quand elle accepte de faire fonctionner ses antennes. Donc, quand vous utilisez les shampoings des Occidentaux qui sont alcalins parce qu'ils ont les cheveux plutôt gras, vous desséchez, vous qui avez un cheveu déjà sec parce que le sébum ne monte pas jusqu'au bout, vous le desséchez davantage, vous l'abîmez. Vous avez du mal à le démêler, vous criez en mouet, comme on dit chez nous, et puis vous êtes malheureuse parce que vous considérez que c'est votre cheveu qui est malade, ce qui est absolument faux. L'Africain n'a jamais traité son cheveu comme un cheveu malade. Il en a fait toutes sortes de choses. Il l'a offert aux divinités depuis l'Égypte antique, il l'a sacrifié, il s'est rasé, il a créé des couronnes donc dans le livre qui s'appelle Cheveux d'appoint, vous avez des images, des descriptions. Il s'est parfumé, il s'est mis des choses sur le sommet du crâne, etc. Il a fait toutes sortes de choses de son cheveu, mais je n'ai trouvé depuis la vingtaine d'années que je travaille sur le thème aucune référence qui indique que les Africains n'ont pas aimé leurs cheveux, qu'ils l'ont maltraité, etc. Ils en ont fait 1000 choses. D'ailleurs, j'ai des diaporamas aussi avec des coiffures tellement extraordinaires. Et les Africains américains qui ont commencé à travailler sur cette architecture depuis longtemps nous disent encore aujourd'hui qu'il y en a qui n'ont pas réussi à reproduire tellement c'est complexe. Et c'est pour cela que c'était un temps culturel qui était investi dans la fabrication, la confection de ces coiffures. Et donc, en comprenant, alors j'ai mis le doigt dans quelque chose, ou les pieds, je ne sais quoi, dans une sorte de fourmilière ou je ne sais quoi, qui démange, parce que tout d'un coup, je me rends compte que par cette fibre capillaire qui nous définit, parce qu'il faut que vous sachiez que c'est la seule chose d'éternel que nous avons sur nous, quelle que soit notre appartenance raciale ou avec beaucoup de guillemets, hein. C'est la seule chose éternelle que nous avons. Et c'est ce qui a permis donc d'explorer dans beaucoup de tombes de l'Égypte antique, de retrouver des mèches, des rajouts, des perruques, entre guillemets, que les femmes noires portaient, qu'elles avaient fabriquées, mais elles gardaient leur texture. Elles fabriquaient avec des végétaux un certain nombre comment on appelle ça, on a nommé ça perruque, mais elles appelaient ça parure de tête. Et on a vraiment des choses qui sont fabuleuses. C'est-à-dire, quand on entre dans cette histoire-là, on n'en sort pas indemne parce que on mesure le drame, la violence du drame que le peuple noir a vécu dans l'esclavage. On mesure ça, c'est tangible, c'est horrible à se représenter. Et quand j'ai publié Pendant un cheveu crépus, l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est quand une lectrice, parce que c'est un livre de sociologie, c'est pas évident, mais une lectrice écrit sur un réseau social, j'ai lu le livre d'une traite toute la nuit et je n'ai pas arrêté de pleurer parce que j'imaginais mes ancêtres dans cette situation-là, dans cette condition, parce que c'est vrai que j'ai pris le temps de reconstituer l'histoire de la défaite de l'esthétique capillaire de l'Africain déporté dans les Amériques. Et ça, c'est de la douleur, mais c'est l'histoire. On doit la raconter sans avoir peur de choquer, parce que ce qu'on demande aussi aux autres avec lesquels on vit, quels qu'ils soient, de quelque origine qu'ils soient, c'est de comprendre qu'on se fait souvent beaucoup de misère et que la domination fait qu'on demande à ceux qui ont
souffert de ces souffrances-là, de se taire, de ne pas déranger l'ordre social, la paix sociale, parce que ça pousse les gens à s'interroger et à se dire, mais qui sommes-nous au fond? Si nous avons été capables d'infliger de telles douleurs aux autres, qui sommes-nous au fond? Ça serait, sur le plan de notre humanité commune, quelque chose de fondamental à interroger. Et hélas, les relations de domination font que, voilà. Alors, je voulais vous montrer, un peu rapidement peut-être, je peux vous dire, à partir de l'esclavage, qu'est-ce qu'il y a, comment les choses se sont passées. Ah non, excusez-moi, je vous ai repris la même chose, donc ça ne va pas. Voilà, pardon. Il faut que je sorte de ça. Oh, j'ai du mal à aller à la petite croix là. Escape. Oui, vous voyez? Bah, ça marche. Ah si. Donc moi, ce que je veux, c'est vous montrer le deuxième, cheveux crépus. Merci pour votre aide. Alors c'était, voilà, peau noire, cheveux crépus, et c'est donc une autre partie c'est l'origine du dénigrement, cheveux Hull-Autriche à partir de la traite négrière, Hull-Autriche, Lys-Autriche et qu'est-ce que j'ai dit? Syl-Autriche. Donc les cheveux des Blancs sont Lys-Autriche ou Lys-Autriche. Enfin, vous tapez sur un moteur de recherche. Alors l'origine du dénigrement de la peau noire et du cheveu crépus, donc le Nouveau Monde, l'esclavage transatlantique, découverte du Nouveau Monde, qui s'accompagne de la mise en esclavage des Africains, elle occasionne la rencontre physique des négroïdes et des caucasoïdes. Des évolutions séparées jusqu'à l'esclavage transatlantique. Donc pendant des milliers d'années, nous explique Willie Morrow, qui est un coiffeur africain-américain qui va travailler, produire, commettre de beaux ouvrages sur cette problématique. Eh bien, il va nous dire pendant des siècles, des millénaires, les Noirs n'ont jamais connu que leur peau et leur texture de cheveux, le nez large, les lèvres charnues, etc. C'était cela qui constituait à leurs yeux les attributs de la beauté. Des accessoires tels que le peigne afro étaient destinés à mettre en valeur cette beauté. Donc, c'était conçu par des personnes aux cheveux épais et laineux. Les conditions de leur arrachement à leur continent expliquent que les Africains furent forcés d'y abandonner tous les accessoires nécessaires à l'entretien de leur beauté. Alors, une promiscuité raciale inédite, l'une des conséquences immédiates de l'esclavage des Africains, initiée par les Européens, fut de précipiter dans le creuset des plantations de l'ère des Amériques deux races présentant des caractères morphologiques très différents. Ceux-ci faisaient l'objet, dans leurs cultures respectives, de soins spécifiques qui usaient surtout d'accessoires et de produits adaptés à leur entretien. L'ignorance en laquelle étaient les Européens de ce qui pouvait constituer les règles d'hygiène corporelle et de traitement du cheveu crépus de l'Africain fut à l'origine du drame qui frappa les Africains déportés. L'ignorance. Alors vous avez la maltraitance du corps noir. Il y a quelques images dans le livre de Willie Morrow. The First Encounter, la première rencontre, vous voyez, on trifouille, on leur ouvre les yeux, l'anus, enfin tout ce qui est orifice, on les tâte, on crache sur leur peau, on vérifie que ce n'est pas une couche de crasse, enfin des choses horribles pour des gens qui sont si loin de chez eux et qui ont souvent les mains attachées derrière le dos. Vous le voyez ici, les colons qui viennent les acheter, comment ils se comportent envers eux. Et puis, il y a la question de l'enfant, je vais revenir après parce que c'est l'un de ceux qui va souffrir le plus, de l'Afrique aux Amériques. Les tribulations du couple peau noire, cheveux crépus, dans l'histoire du noir, les débuts de la dénaturation. Donc l'Africain qui sort de la cale des bateaux, vous savez qu'il passe 3 mois dans les cales des bateaux négriers, ils sont placés en quinconce, ils ont peu d'espace pour se retourner, parler, vivre, etc. Ils passent 3 mois couchés ou dans des conditions épouvantables et les cheveux poussent pendant le temps, se défont pendant le temps qu'ils sont dans la cale du bateau. Et puis vous allez avoir donc, faute de peigne, à cause des mains enchaînées, il va sentir mauvais, aligné sur le plancher, enchaîné à des centaines d'autres esclaves
ou des Africains qu'on mettra en esclavage, il a sans doute baigné dans ses excréments ou dans ceux du voisin. Sa peau, que d'ordinaire il entretient méticuleusement, tout comme ses cheveux, sont tachés, craquelés, desséchés par l'eau de mer et le manque de soin. En un mot, il n'est pas beau à voir. Le dégoût qu'il a lu dans les yeux du blanc ne lui laissera pas de répit. Cheveux crépus en esclavage, pendant le long voyage transatlantique qui l'éloignait de sa terre, le cheveu de l'Africain va demeurer décoiffé et mal entretenu. Il va le porter donc souillé, sali, collé par la crasse. C'est dans cet état que le plus souvent, il passera du bateau à la plantation. Lorsqu'il est privé de soins, le cheveu s'en mêle, se casse, forme des nœuds qui s'enchevêtrent et une série de maladies du cuir chevelu font leur apparition. L'emmêlement général qui en résulte le rend pratiquement impossible à entretenir parce que, dans le cas particulier du cheveu crépus, les cheveux cassés agissent comme une éponge. La chevelure garde alors l'eau et l'humidité qui la détériorent. Donc, parmi les maladies, il y avait ceux qu'on trouvait, parce qu'ils ont d'abord travaillé dans les champs de coton, il y avait, le manque d'hygiène, il y avait bien sûr la teigne, mais il y avait une sorte de petite chose, je ne sais plus comment on l'a appelé, qui se prenaient dans leurs cheveux et qui ne pouvaient sortir qu'en coupant le cheveu. Donc, ils s'arrachaient aussi les cheveux qui retenaient. Voilà, cette petite chose de... Je ne sais plus comment on l'a appelé. J'ai dû l'écrire quelque part, mais bon, ce n'est pas grave. C'est vous dire que l'Africain a un vrai problème avec son cheveu quand il est jeté dans ces conditions de l'esclavage. L'instrumentalisation du cheveu va être aussi, quand il sort, quand il refuse de sortir du bateau, on va l'arracher par ses cheveux, lors des expositions sur les marchés d'esclaves, marchés aux esclaves, les colons qui n'avaient jamais vu de noirs vont les examiner sous toutes les coutures, etc. Lorsqu'ils n'obéissaient pas aux ordres des marchands ou des acheteurs qui leur demandaient de montrer leurs dents, leur anus, etc., c'est encore par les cheveux que ceux-ci les attrapaient pour les forcer à le faire. Il se peut, suggère Willy Moreau, que le captif ait eu à penser que ses cheveux étaient utilisés par le blanc pour le contrôler et que ce cheveu se soit mué en témoin direct de sa dégradation. Vous voyez un rapport compliqué du ressentiment au début, au déni du cheveu crépus, l'émergence d'une nouvelle culture esthétique. Donc dans le diaporama que j'avais envoyé, je crois que c'est Mélanie, Selima, dans ce diaporama, il y a toutes les phases par lesquelles passent les Noirs pour créer cette nouvelle esthétique. Je pense que c'est intéressant peut-être d'en parler si on a le temps, mais le plus important, c'est que vous compreniez ce cheminement, parce qu'on dit beaucoup que les Noirs ne s'aiment pas, n'aiment pas leurs cheveux. Moi, je n'ai jamais trouvé dans une civilisation des gens qui tombaient du ciel en disant « je ne m'aime pas, j'aime pas ma peau, je ne suis pas bien avec ça ». C'est une construction, comme vous l'avez dit, Aïcha, tout à l'heure, c'est une construction, et de ce fait-là, il faut qu'on comprenne dans quelles conditions exactement, socialement, sociologiquement, cette construction a opéré. Et c'est pour cela que retracer cette évolution reste important. Donc voilà, le dénigrement, c'est une étape décisive de la perte de soi. Les Africains ont appris à dénigrer leurs cheveux et leur peau dans un procès relationnel basé sur leur dénigrement systématique par une civilisation étrangère et dominatrice qui les déshumaniса institutionnellement. Ce sont des meubles. Bon, chez nous, Code Noir, on est totalement des meubles. Aux États-Unis, il paraît qu'ils sont un quart d'homme, et puis le reste, c'est 3/4 de meubles. Enfin, non, 2/3 de meubles et 1/3 d'hommes. Des institutions sérieuses, hein. Et je vous dis qu'ils ne sont pas abolis. De nombreux écrits permettent cependant de conclure au caractère construit de ce phénomène. C'est lorsque, par exemple, Buffon va dire « Oui, les nègres de Gorée sont très noirs et ils font un grand cas de cette noirceur. Ils se trouvent les plus beaux et les nègres qui sont un peu plus clairs, ils ne les trouvent pas beaux. » Enfin, on voit que les critères, il y a une sorte de transposition dans l'esclavage où c'est le noir le plus clair qui va être le préféré. Et bien, dans la réalité, sur le continent, c'est le noir le plus noir qui est le plus beau. Donc, il y a bien des problématiques, des transferts, des modifications qui se sont jouées
dans la représentation aussi esthétique du corps noir et de la façon de concevoir son cheveu. Donc pour moi, c'était, comme je vois qu'Aïcha est debout et qu'elle me tient, pour moi, c'était juste vous montrer que, donc j'aurais pas le temps de finir ce diaporama, c'était juste le temps de vous montrer, enfin, oui, esquisser quand même un historique, alors que vous pouvez trouver dans Peau noire, cheveux crépus dans beaucoup de détails, parce que j'ai aussi fait des enquêtes sur ça, et donc les valeurs et les canons esthétiques de l'européen s'alignent sur la position de suprématie qui était celle des maîtres blancs. Donc je passe très vite pour vous dire, la fusion arbitraire entre dimensions objectivement indépendante, qui va engendrer une structure relationnelle simultanément opérationnelle à tous les niveaux de l'activité sociale et économique dans la rencontre entre ces deux groupes, eh bien, c'est la couleur blanche va correspondre à la supériorité et à la beauté. Ce sont des canons que les Blancs vont instituer dans leur rapport avec les Africains, mais en même temps, ça aura la couleur de la peau noire, l'opérationnalisation du stigmate, la couleur de la peau noire, la texture crépue du cheveu, le visage prognate et oblique et la forme du crâne. Et vous voyez sur ces... Alors, je vais vous montrer plutôt celle-là. Lorsque les savants du 17e, 18e vont inventer la craniologie pour montrer en quoi le blanc est un homme et pas le noir, eh bien, le noir, c'est le maillon manquant qu'on cherche à l'époque entre l'homme, donc le singe, et l'homme. Et le noir, c'est le maillon manquant. Vous l'avez vu dans le film qu'on a consacré à la Vénus Hottentote, hein, vous vous rappelez? Donc, le noir, c'est le maillon manquant. Il a la tête, dit-on, prognate, inclinée vers l'arrière, alors que le noir, le blanc, le dernier visage, bien, la tête droite, le nez droit, enfin, c'est un visage orthognate, et c'est celui de l'homme avec un grand H, civilisé, beau, etc. Donc voilà, à côté de ça, les caractères somatiques, du blanc, cheveux lisses et clairs de préférence, puisque le blond va être quand même au sommet de la hiérarchie, peau blanche, visage orthognate, associé à la supériorité raciale, intellectuelle et culturelle, un corps physique dont les traits somatiques sont institués en signe de civilisation. Donc je vais m'arrêter là, parce que, intérioriser le stigmate, c'est dire qu'il faut les mettre couche avec leurs esclavisés. Au départ, ils sont un peu dans des relations zoophiles, parce que pour eux, les Noirs sont des bêtes. Et puis voilà quand même que, ça va donner des petits. Ils vont les appeler par des noms de bêtes. Le mulâtre, c'est le mulet. Le mulet, c'est stérile. Ça ne produit pas. Et puis finalement, on voit à mesure que le temps passe que oui, le mulet fait aussi des petits. Et donc la mulâtresse, la femme noire, elle a deux lignées. Une lignée, souvent, parce que le maître dispose d'elle, elle fait des petits mulâtres. Et le noir, pour le blanc, elle doit faire élever des enfants. Donc, elle va faire aussi des enfants noirs. Et elle va faire ce que j'ai entendu quelqu'un me dire tout à l'heure. Les plus clairs seront favorisés. C'est pour ça que j'ai dit que le statut du mulâtre dans ces sociétés n'est pas celui du noir du tout. Et je le vois en Martinique. Donc, il faut faire attention à ne pas trop mélanger les problématiques. Sociologiquement, tout doit être bien distingué, bien défini, bien orienté aussi pour qu'on comprenne. Le tout, c'est pas de tomber sur le dos ni des mulâtres ni de quoi. C'est une société qui est construite autour de ces paradoxes et de ces incroyables... cette gestion de caractéristiques phénotypiques que nous n'avons pas choisies, ni les blancs ni les noirs, et qui pourtant vont prendre tellement de sens dans la relation, au point qu'on va justifier par ces traits sa domination et l'exploitation infernale qu'on va faire subir à une humanité qui n'arrête pas de continuer à être l'objet de cette exploitation. Vous voyez, donc je m'arrête là, il y aura peut-être des questions. Je vous remercie beaucoup.